C'est un petit pays d'Afrique du Nord qui a tout déclenché. La Tunisie a été l'étincelle qui a embrasé le monde arabe. Quand on interroge les militants pro-démocratie en Égypte, ils nous disent tous que la situation était devenue intolérable ici et que c'est ça qui les a poussés à sortir dans la rue, à vaincre leur peur. Mais c'est ce qui s'est passé en Tunisie quelques semaines auparavant qui leur a donné l'espoir qu'il leur fallait pour passer à l'acte. Alexandra Chatzka a rencontré certains de ces jeunes Tunisiens qui ont été les premiers à défier l'autorité. Le dictateur a beau être parti, les Tunisiens ne lâchent pas le morceau. Ils veulent débarrasser leur pays de tous les vestiges du régime Ben Ali. D'un bout à l'autre de la Tunisie, des manifestants ne cessent de réclamer qu'on fasse du passé table rase. Parmi eux, depuis le début de cette révolution qui a surpris le monde entier, des milliers et des milliers de jeunes. La génération Ben Ali, celle qui n'a rien connu d'autre que cette dictature qui a duré 23 ans. Ils ont été en première ligne dès les premières heures et ils ont payé cher leur bravoure. Le dernier bilan provisoire, plus de 200 morts. Parmi eux, une écrasante majorité de jeunes. Devant le théâtre municipal à Tunis, une vigile commémore leur sacrifice. Et voici celui qui dorénavant les représente tous. Mohamed Bouazizi, 26 ans, vendeur de fruits et légumes du centre du pays. Son immolation par le feu le 17 décembre dernier fut comme un battement d'ailes de papillon qui a déclenché une tornade. Sa mère n'en finit plus de le pleurer, mais en même temps, elle est fière de son fils. Mohamed a réagi à l'humiliation, à l'injustice et au désespoir. La dignité, c'est très important pour nous. Ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu un martyr et un exemple pour les autres jeunes qui vivent les mêmes problèmes. Dans sa chambre, Leila nous montre ce qui lui reste de son grand frère. C'est une photo de Mohamed dans le carte d'identité. Afin d'aider à payer les études de Leila et de deux autres sœurs, Mohamed avait abandonné l'université pour devenir vendeur ambulant dans la ville de Sidi Bouzid. Mais il n'a jamais réussi à obtenir le permis exigé. Il se faisait donc harceler par les autorités. Le 17 décembre, ce fut une fois de trop. Giflé par une policière, sa balance confisquée, il essaie de se plaindre au gouverneur local. Face à une fin de non-recevoir, désespéré, il achète un bidon d'essence, actionne un briquet. Il a eu un choc. Il a subi des pressions. Il a été insulté par cette policière. Elle l'a giflé et humilié devant les autres. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était de gagner sa vie de façon honorable. Comme dans toutes les villes de Tunisie, au centre de Sidi Bouzid, un immense chiffre 7 rappelle l'arrivée au pouvoir de Ben Ali. C'était un 7 novembre 1987. Transformé en un monument à la gloire de Mohamed Bouazizi, il sert de lieu de ralliement des manifestations quotidiennes. À notre hôpital, on a enregistré le samedi 8 décès, le dimanche 12 décès, le lundi 15 décès. À une centaine de kilomètres de Sidi Bouzid, à l'hôpital général de la ville de Kasserine, le chef du département de réanimation est formel. La grande majorité des 80 morts qu'il a vus ont été tués par balle et ils avaient entre 24 et 27 ans. Je te jure qu'il y a au minimum 70% de chômeurs ici. C'est une catastrophe. Les jeunes ici, voilà, ils disent pourquoi on vit, pourquoi on vit. Avec le docteur Kari, nous partons à la recherche des blessés qui restent encore à l'hôpital. Ici, la salle en est pleine. Kaïs a 20 ans. Étudiant à l'université, il venait de rentrer chez ses parents, incapable de payer la résidence universitaire plus longtemps. Il a vu une manifestation. Désespéré, il s'est joint aux manifestants. Il a été blessé aux deux jambes. Tu n'as pas eu peur? Non, jamais. Parce que
Vraiment, vraiment, c'est une catastrophe. C'est la mort, Mourir, c'est mieux de vivre. Mourir, c'est mieux de vivre dans ces conditions. Caïs a 2 frères et une sœur. Ils ont tous des diplômes universitaires et tous sont sans travail. Chaker Bouazi, lui, n'a pas fait de l'université, mais lui aussi est sans travail. Il a essayé d'émigrer clandestinement en Italie puis en Libye. Il fut refoulé chaque fois. Comme des milliers d'autres à Kasserine, il a participé aux manifestations. Il en porte encore des traces, des brûlures causées par des gaz lacrymogènes. À 30 ans, Chaker habite encore chez ses parents. Je n'ai pas les moyens de fonder une famille. Et même si je les avais, je n'aurais pas d'enfants. Avoir des enfants aujourd'hui, c'est un crime. Mais le plus grand crime, selon Chaker, c'est celui qui a été commis contre ces dizaines de milliers de manifestants qui, comme lui, ont osé défier la dictature. Mon rêve maintenant, ce n'est pas d'avoir du travail ou de l'argent. C'est que les responsables, ceux qui ont lancé ces bombes lacrymogènes, ceux qui ont tué ces personnes, soient jugés et punis. Même si Ben Ali est parti, eux, ils sont toujours là. C'est vraiment un tourbillon qui s'est déclenché après l'immolation de Bouazizi. Et c'est seulement maintenant, il y a quelques jours, qu'on prend assez de recul pour comprendre ce qui est arrivé, ce qui nous arrive et ce qui va arriver après. Comme plusieurs, cette mère célibataire d'une petite fille de 7 ans n'arrive pas à croire tout à fait à ce qui vient d'arriver à son pays. Le départ du dictateur, rêve ou réalité? C'était une joie qui n'était comme un enfant qui est traumatisé et qui a un grand traumatisme et il a tout d'un coup un bonheur dans sa vie. Il n'arrive pas à être vraiment heureux complètement parce qu'il est traumatisé. Il a peur encore et c'est une peur qui est là. Une peur qui est là parce que nous faisons partie d'une jeunesse qui a été frappée dans les commissariats, qui a été humiliée dans la rue, qui a été insultée, qui a été violentée. Cette fille de famille aisée, universitaire, qui habite un confortable 4 pièces en banlieue de Tunis, avoue être encore prise de vertige devant l'ampleur de la tâche qui attend les Tunisiens, sans rien enlever à l'ampleur de ce qui a été accompli. Quand on y pense, c'est un miracle, dans le sens où il y a eu une telle cohésion, et maintenant c'est un peuple tunisien. Maintenant on parle de peuple tunisien. Si nous autres, instruits, chercheurs, doctorants, universitaires, avocats, toutes ces corporations de métiers, on a des bons salaires, on vit bien, on est moderne. Si on ne s'était pas réunis pour appuyer cette révolte qui venait de l'intérieur, qui venait du noyau dur de notre pays et de notre peuple, si on ne s'était pas réunis autour d'eux et avec eux, cette révolution n'aurait pas abouti. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 7 maintenant On va le transformer en 14. On va faire peut-être 7 x 2, 14. Ce n'est pas d'hier que Bendirman ne manque pas une occasion pour se moquer du régime imposé aux Tunisiens depuis plus de 2 décennies. Le 7, symbole de la dictature, deviendra un 14, symbole de sa chute, comme dans 14 janvier, jour où Ben Ali a quitté le pays. Tenir le flambeau de la révolution, ces jeunes. Dans le métro parisien. Interdit de spectacle en Tunisie, mais déjà célèbre dans la diaspora, en France autant qu'au Québec, ce jeune Brassens tunisien a aussi tout un fan club dans son pays, grâce à l'Internet. Défiant tous les tabous bien avant la chute du régime, Bendirman se moque autant des kamikazes que des victoires électorales de Ben Ali, avec un modeste 99% des voix. On se dit, voilà, on a une manifestation, il faut arracher quelque chose de légal. Donc voilà, l'UGTT, qui est le syndicat national, organise un sit-in. Voilà, on y va, on pousse les choses. Le lendemain, on est allé la première manif à Tunis, on était 80 personnes, 70 personnes maximum. Après 2 jours, c'était une manif de 300-400 personnes. Et voilà, c'était le boom. Et moi, jusqu'à maintenant, j'y crois pas, parce que
C'est vrai, parce que personne n'y croit. On est comme dans un film. Comme si on est dans 24 chronos. Même si Bendirman ne manque pas de souligner le rôle qu'ont joué les générations précédentes de militants tunisiens, comme son père qui a passé 17 ans dans les prisons de Bourguiba et de Ben Ali, il est fier des jeunes de son pays. Même si le régime a essayé de faire tout pour nous rendre bêtes. Il a tout fait pour nous rendre des jeunes consommateurs à l'américaine, mais... Et là, on a ébloui tout le monde. Ne prenez jamais les jeunes pour des dupes parce que même si vous croyez que vous êtes en train de les abrutir avec vos programmes à la con, de l'FMI, de la Banque mondiale et tout, mais un jour, ils se révolteront. Entouré d'une foule, Slima Mamou, 32 ans, vient tout juste d'être nommé secrétaire d'État à la jeunesse et au sport dans le nouveau gouvernement tunisien. Emprisonné pour son activisme en faveur de l'Internet libre, il est devenu une vedette avant même de passer presque directement de sa cellule au Conseil des ministres. Aujourd'hui, il ne peut pas faire 2 pas sans se faire invectiver. Moi, je suis content que les gens parlent. Vous voyez, c'est bien et il faut continuer comme ça. Moi, je trouve que c'est ça la démocratie. Et voilà. Il dit ça. Oui. Maintenant, il dit ça. C'est le seul ministre jeune. On veut tout l'état des jeunes. Sans doute, c'est aussi par souci de démocratie que Slim met sur Twitter le contenu du Conseil des ministres. Pour le jeune secrétaire d'État, le rôle des internautes a été essentiel dans la révolution tunisienne. Je pense qu'en parlant eux et en disant tout ce qui n'était pas dissible avant, ils ont fait changer les mentalités et en fin de compte, ça s'est soldé par 20 000 personnes dans la rue et qui ont fait tomber Ben Ali. Et voilà un des milliers d'internautes et de blogueurs à qui Ben Ali doit sa chute. Haitham, 30 ans. C'est ça en fait la révolution tunisienne, c'est-à-dire qu'il y a eu une première révolution qui a été celle des gens qui n'ont plus peur de la police, parce que c'était ça l'instrument de pouvoir de Ben Ali. Il y a eu des gens qui n'avaient plus peur de la répression, qui n'avaient plus peur des balles, ni de la torture, ni de la prison, ni de rien du tout. Et il y a eu en même temps des gens qui n'avaient plus peur de diffuser, de partager, de commenter, etc. Parce que même cette peur-là, elle a existé. Vous savez, les internautes qui diffusaient du contenu sur Internet, il y en a qui ont reçu des menaces de mort. Lui-même a dû se cacher pour déjouer la police qui est venue le chercher dans la maison paternelle, ce qui lui a permis de jouer un rôle actif dans la révolution. Ce qu'on a fait, c'est pas uniquement de médiatiser les événements, mais c'est d'aider les gens aussi. Vous savez, on a relayé la position des snipers sur Twitter. Donc on a gagné des vies. On relayait sur Twitter et sur Facebook les positions des milices, la description des voitures et des gens qui attaquaient. On a aidé énormément l'armée à les repérer et on a aidé les gens à se protéger. Facebook, Twitter, chansons interdites qu'on partage au risque d'être arrêté, mais surtout solidarité et courage. Cette génération de jeunes Tunisiens restera un exemple pour le monde entier. ونافل على جنون